Depuis l'arrestation de Damiba, il n'avait pas pris la parole. Le capitaine Courage, président Ibrahim Traoré, prend la parole pour la première fois depuis que Damiba, le chef des Pouchis, c'est la même qui ont voulu l'assassiner, a été extradé à Ouagadougou. On écoute le capitaine Ibrahim Traoré. C'est un message capital, fort, puissant. On l'écoute depuis l'arrestation de Damiba, le président Ibrahim Traoré. Et donc en bout de piste, nous allons mettre les pleins gaz pour atteindre en fin d'année ce que les pilotes appellent V1. Ce qui veut dire qu'il y aura encore plus de pression pour 2026. Et donc tenez bon, attachez les ceintures. Je tiens aussi à vous féliciter pour tout ce qui a été fait durant 2025, mais surtout durant donc, ces 3 années. Et je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes. Et c'est ce qu'il faut regarder dans le passé et s'armer de courage pour ce que nous devons faire pour le futur. Tout ce que nous avons eu à réaliser, je pense que nous devons ça au vaillant peuple qui a compris notre message, qui a compris le sens de la révolution. Parce que sans eux, les moyens mis à disposition de tout un chacun pour pouvoir y arriver, ça n'aurait pas été possible. L'essence même de la révolution, c'est de travailler pour le peuple. Et je pense que les exemples, il y en a beaucoup. Si vous prenez dans le domaine de l'agriculture, cette année, par la grâce de Dieu, nous avons fait une production record. Il y a des spéculations particulières que nous avons essayé d'introduire depuis ces 3 années. Comme je le dis, les esprits faibles, les petits esprits, ils pensent toujours que c'est impossible lorsqu'on veut initier de grandes choses. Mais il ne faut pas les écouter. Si on devait les écouter, on allait se décourager, on n'allait pas pouvoir se lancer. Parce qu'il y en a aussi qui sont là pour nous décourager dans tout ce que nous faisons. Lorsque vous décidez d'entreprendre quelque chose, ils vont être dans les railleries, les moqueries, pour vous amener à vous démotiver, à ne pas vous lancer. Et je pense que tout un chacun a surmonté cela. Parce que ce que je dis, ce n'est pas seulement au sommet de l'État, mais jusqu'aux citoyens au niveau du village, il y a un sursaut. Voilà, tout ce qu'on disait impossible de faire au Burkina Faso en matière d'agriculture, ça s'est fait aujourd'hui. Nous avons parlé du cacao, les gens ont crié sur tous les toits. Même certains réactionnaires à l'intérieur ici ont fait comprendre que non, ce n'est pas la priorité. Et pourtant, Dieu merci, nous avons de très bons maîtres chocolatiers. Et notre objectif n'est pas de produire pour vendre à l'extérieur, c'est de produire transformé pour nous ici et pour nos enfants. Aujourd'hui, le café, c'est une réalité au bord de Saman-Denis et nous avons, Dieu merci, des Burkinabés qui le transforment. Et je vous invite donc à consommer ce qui est transformé sur place ici. Beaucoup d'autres spéculations telles que le blé, l'ananas, la vigne et bien d'autres, j'en passe, se cultivent aujourd'hui au Burkina Faso. Et ça va se transformer ici au Burkina et ça va créer de l'emploi pour le Burkinabé et c'est ce que nous allons consommer. Et donc c'est ce qu'il faut voir dans ce qu'on a pu réaliser et s'armer de courage encore pour l'avenir. Beaucoup d'autres projets donc ont été à succès. Quand on prend le domaine de l'éducation, beaucoup d'amphithéâtres ont été construits. La dernière fois au Conseil, on a adapté des textes qui permettront donc d'équiper ces amphithéâtres et de construire de nouveaux amphithéâtres. Beaucoup d'écoles et centres de formation verront le jour en 2026, au bord donc de nos pôles de croissance tels que Bagré, Saman-Denis et autres. C'est pour amener les jeunes Burkinabés à pouvoir transformer, produire et transformer ce que nous faisons ici. Donc, nous n'allons plus nous concentrer sur l'enseignement général uniquement. Nous avons parlé d'enseignement professionnel et technique et donc beaucoup de lycées modernes verront le jour en 2026. En plus de cela, nous avons décidé de construire une université technologique et j'espère que d'ici la fin de l'année, vous allez voir cette université donc se dresser. Les travaux ont déjà commencé et nous avons donné donc dit aux entreprises de tout faire pour être donc dans les délais pour que les rentrées prochaines, nous puissions accueillir des étudiants dans des domaines donc assez pointus de la technologie pour que nous nous mettons au diapason. Comme je l'ai dit, nous sommes très loin, nous sommes dans les années 1800. Et je pense qu'en 5 ans, au moins de 5 ans, nous pouvons faire un saut au moins de 100 ans pour nous retrouver dans les années 1950 au moins et continuer de travailler ainsi. Je le dis, ça peut faire rire, mais c'est la réalité. Jusqu'aujourd'hui, nous constatons notre vie
le rythme auquel nous partons, ce n'est pas bien. Donc il faut se mettre soi-même la pression pour rattraper le retard. Donc faites en sorte que dans quelques années, nous soyons en 1950 et après encore on se donne la pression pour atteindre les années 2000 et espérer donc rattraper les autres. Et c'est possible. Et je suis heureux donc de vous dire que dans ce sens-là, nous sommes en train de mettre en place un laboratoire. Et aujourd'hui au Burkina Faso par exemple, pour les chercheurs, nous avons beaucoup d'équipements qui sont là. Nous allons les permettre donc de faire la recherche sur place. Et sans me tromper, je peux dire que nous avons actuellement ici installé un microscope électronique à balayage, le plus récent qui puisse exister en Afrique ici, et le plus moderne. Donc il est là au Burkina Faso, il est fonctionnel, et les chercheurs vont commencer donc à aller donc faire tout ce qu'ils doivent faire ici, au lieu d'aller à l'extérieur encore le faire. Et ça va encore encourager d'autres personnes à chercher et à découvrir. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de domaines que nous n'avons pas oubliés, en passant par la santé, tout ce que nous sommes en train de faire, notamment les centres de santé communautaires qui sont construits et qui seront équipés. Ça fait partie aussi du lot donc, de mesures prises donc, lors du conseil dernier. Et donc tout cela, c'est à votre actif, c'est à l'actif de toute l'administration et c'est avec donc l'appui et le soutien de notre vaillant peuple que nous arrivons à le réaliser. L'initiative Faso Merbo, qui est devenue une agence aujourd'hui, alors lorsque nous entamions l'autoroute, certains doutaient parce que c'est un projet qui est là depuis plus d'une décennie. Bien sûr, nous avons trouvé le projet et lorsque nous avons donc cherché à comprendre même le projet, c'était une autoroute de 2 fois 2 voies. Et les entreprises en majorité étrangères qui avaient fait des propositions, les moins chères étaient, je pense, 1032 milliards pour faire les 2 fois 2 voies. Et donc on nous proposait de nous financer pour pouvoir le réaliser en 10 ans pour les délais les plus courts. Il faut être conscient. Pour nous condamner les générations qui ne sont même pas encore nées à des prêts de 50, 60 ans pour construire une autoroute de 2 fois 2 voies qui sera dépassée dans peu de temps. Lorsque nous avons voulu savoir si c'est 4 fois 2 voies, certains même se sont moqués de nous, certains entrepreneurs, ils n'y croient pas. Dans un tel pays, 4 fois 2, c'est pas raisonnable. Certains ont dit que ça devrait nous coûter plus de 3 000 milliards. Mais comme je dis, dans la révolution, c'est la responsabilité, c'est la conscience. On ne va pas rentrer dans ces schémas. Voilà pourquoi nous avons décidé de le faire nous-mêmes. Parce que nous avons confiance en nos jeunes ingénieurs, nous avons confiance au potentiel des Burkinabés. Nous avons donc cherché des équipements de tout ordre. Aujourd'hui, sur ce chantier, je peux dire que le chantier il est unique en Afrique. Il n'y a pas un chantier d'autoroute pareil qui mobilise autant de monde, autant d'équipements. Il n'y en a pas. Les travaux de nettoyage, il y a plus de 100 bulldozers sur ce chantier. Et je ne vois pas pareil. Je m'étais donné 2 mois pour qu'ils puissent finir le nettoyage. Et je pense qu'ils ont tenu le pari. Nous sommes à 40 jours, ils ont déjà fait plus de 70% du nettoyage. Et le 15 février, s'il plaît à Dieu, ils auront fini. Ce qui veut dire que le rythme aussi, il n'y en a pas pareil en Afrique. Et nous allons finir, c'est un défi, nous allons finir dans un délai que personne ne va croire. Parce que nous avons déjà tout à notre disposition. Toutes les machines, tout le nécessaire est là. Il ne nous reste que le carburant et le bitume à payer. Sinon, tout le nécessaire est là. Ce qui veut dire que nous allons poursuivre parce qu'il y a beaucoup d'autres autoroutes qui doivent être lancées en 2026 et dont les travaux doivent commencer également. Les infrastructures, c'est une priorité. Ça aide tout le monde, que ce soit les populations civiles, les forces armées, les forces de sécurité intérieure. Tout le monde a besoin d'infrastructures routières. C'est pour dire qu'il faut se concentrer sur ces acquis-là, voir qu'est-ce que nous avons pu réaliser et se projeter dans l'avenir. C'est comme je l'ai dit, maintenir la pression. Et je pense que 2026, il y a tellement de grands chantiers qui doivent commencer et vous devez maintenir ce cap-là pour qu'on puisse réussir le pari. Les gens continueront à nous démotiver. Les impérialistes, ils ne manquent jamais de tours dans leur sac. Ils vont continuer à communiquer pour ternir l'image, pour nous démotiver. Il ne faut pas les écouter. Il y a aussi ces individus esclaves de salon-là qui ne peuvent jamais changer. Je l'ai dit, eux, c'est comme une malédiction qui les poursuit. Peu importe ce que vous ferez. Génétiquement, ils sont esclaves. Congénitalement, ils sont aliénés. Ils ne peuvent que suivre ce que les impérialistes disent.
montrer-leur le soleil un peu. Les amis, pour comprendre qui est Damiba, il faut revenir sur la première interview que donne le capitaine Ibrahim Traoré à un média international lors du renversement de Damiba. Vous entendez le sens de la responsabilité dans lequel est l'état d'esprit du capitaine Ibrahim Traoré, le devoir, la loyauté, la volonté de ne pas faire couler du sang burkinabé. Mais face à lui, il y a qui? Il y a un irresponsable, un incompétent, un lâche, un manipulateur, un médiocre qui lui va essayer d'utiliser des jeunes soldats afin de pouvoir se maintenir au pouvoir, quitte à ce que le chaos règne au Burkina Faso. Damiba a été toujours cet individu-là qui est prêt à mettre à feu et à sang le pays juste pour ses intérêts d'en dessous la ceinture. Suivez cette interview historique pour tout comprendre. Ce qui se passe sur le terrain, c'est que il y a une tentative du président Damiba d'entraîner les forces à un affrontement. Mais nous sommes en réserve depuis un certain temps. Voilà, donc nous avons eu des hélicoptères qui nous ont survolés, qu'on n'a pas engagés, bien que nous avons la capacité de le faire. Et donc, il a fait rentrer des forces spéciales, donc quelque part, pas toutes les forces spéciales, il faut le dire. Peut-être que les forces spéciales même qu'ils nous ont envoyées ne connaissent même pas leur mission, parce que nous avons des éléments à l'intérieur qui se demandent même c'est quoi le problème en fait. Donc, ils les ont approchés, voilà. À l'instant, je sais qu'ils sont en train d'essayer de corrompre et tout. Mais bon, nous sommes en ligne avec les hommes. Oui. Et nous savons tout ce qui se passe. Donc, on leur dit seulement, voilà, faut pas rentrer dans le jeu. Et peut-être, voilà, je sais que dans d'autres corps aussi, voilà, j'ai été contacté par des soldats qui se demandent qu'on les ait rassemblés pour aller à Ouagadougou et ils espèrent que c'est pour venir me soutenir. Mais là où je suis au courant, je dis oui, je suis au courant que votre chef de corps va me soutenir. Mais là où je suis pas au courant, ils sont pas capables de dire aux hommes que c'est pour venir contre moi. Donc, quand je dis ça aux hommes, ils disent non, ils vont pas embarquer derrière ce gars. À l'heure actuelle, qui sont les hommes qui sont déployés ce samedi après-midi dans les rues de Ouagadougou vers la télévision nationale à Ouaga 2000 à Babassi? Les hommes qui sont déployés partout à la télévision à Babassi et vers Babassi, ce sont mes hommes. C'est eux qui contrôlent la ville? C'est nous qui tenons la télévision, voilà, vers le rond-point des Martyrs et tout. Et les hélicos qui sont dans l'air? Ça, c'est la base aérienne. Donc, parce que le commandant de l'escadron d'hélicoptères, voilà, j'ai essayé même de communiquer avec lui quand j'ai vu décoller les hélicos pour comprendre la logique, mais il n'a pas décroché. Mais j'ai décidé de m'abstenir d'abattre un hélicoptère parce que ça doit nous servir à faire le reste du combat. Ouais. Ce n'est pas le moment de passer à cette escalade. Alors, il y a beaucoup qui sont inquiets et qui disent que des forces burkinabées vont se rentrer dedans. Quel appel vous avez à lancer? Ce que je peux dire, c'est que le combat que nous menons, ce n'est pas une question de pouvoir. Et quand nous venions, ce n'est pas une question de blesser ou encore moins tuer quelqu'un. Si nous voulions, à 5 minutes de combat, nous avions pris, et peut-être qu'il serait mort, le président. Mais loin de nous, l'idée d'imaginer cette catastrophe. Donc voilà pourquoi nous n'avons pas engagé de force pour attenter à la vie de quelqu'un. Et dans la même logique, nous n'étions pas dans une logique de même le nuire parce qu'on n'a aucun problème personnel avec lui. Le combat que nous menons, c'est pour le Burkina Faso. Il faut aller dans les fins fonds du Burkina pour comprendre certaines choses. Quand vous arrivez, moi je patrouille dans les brousses avec mes hommes. La logistique minimum que nous cherchons ne suit pas. Et quand vous arrivez encore trouver vos populations meurtries, vous imaginez que vous arrivez dans des villages et toutes les feuilles des arbres ont disparu parce que les hommes mangent les feuilles. Les herbes sont mangées. On propose des solutions qui pourraient nous permettre de produire et de protéger ces gens-là. On ne nous écoute pas. On a tellement proposé de solutions et j'ai compris que finalement on fait de la politique au lieu de faire ce que nous devons, c'est pourquoi nous sommes venus. Parce que n'oubliez pas que moi je suis acteur majoritaire de ces événements du 23 et 24 janvier. Alors les gens se demandent quel genre de transition vous allez mettre en place. Est-ce que ce sera une transition militaire ou civile? Ah non, pas militaire, pas forcément militaire. Quand on dit une transition militaire, c'est trop dit. Le communiqué d'hier est assez clair. En attendant des assises qui vont choisir un président. Nous ne sommes pas là pour du pouvoir. Et comme je l'ai dit, je suis dans mon gilet, dans mon casque. L'idée même, c'était de descendre quelque part avec les mêmes hommes qui m'ont suivi
pour faire un nettoyage. Donc l'idée n'est pas le pouvoir. Ça ne nous intéresse pas, ça. Ça empêche de vivre tranquillement, si je peux dire, en fait. Mais nous voulons combattre, nous voulons protéger nos populations, nous voulons sortir notre population de cette misère, de ce sous-développement, de cette insécurité. C'est ça le combat. Nous sommes avec les hommes, nous les voyons comment ils tombent souvent pour des minabilités. Et pendant que des chefs sont assis, ils ne se soucient aucunement de l'homme. L'homme, c'est important. Il faut tomber avec lui dans l'herbe, combattre, rouler et comprendre la souffrance que nous endurons. Mais si vous vous retrouvez dans des débats logistiques mineurs, pendant que les gens sont en train de devenir des milliardaires derrière, c'est cette bourgeoisie de la hiérarchie que nous déplorons aussi. Parce que nous, pourquoi les hommes sont avec nous? C'est parce qu'ils connaissent nos objectifs, ils nous connaissent très bien, ce patriotisme qui nous anime, c'est ça la réalité. Donc partout au Burkina, dans tous les corps, vous n'allez pas arriver dans un seul corps où vous n'allez pas entendre peut-être parler de moi. Pas parce que je suis le plus gentil ou quoi, parce que je fais le terrain avec la plupart. Et on connaît mon attachement à l'homme. Oui. Donc, cette guerre, ce n'est pas vraiment une guerre de pouvoir ou de trucs. Non. En ce moment, les Burkinabés sont beaucoup inquiets, la sous-région aussi. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour rassurer les gens? Tout ce que je peux dire, comme je l'ai dit, nous tenons nos positions. Nous n'avons vraiment pas eu l'intention, peut-être que c'était une erreur de nuire au président. Mais voilà qu'il nous a pris pour ennemis. Mais nous allons encore essayer de donner une chance. À défaut de cela, nous serons obligés de lancer un appel à beaucoup de soldats burkinabés qui vont rallier la capitale, ce qui n'est pas forcément bien pour nous. Mais nous pouvons rassurer la population de rester sereine. Nous avons nos plans. Nous avons écrit tout ce que nous voulons. Nous avons ces partenaires que nous voulons, avec qui nous voulons travailler. Nous avons tout ce que nous voulons pour pouvoir sortir ce Burkina de cette situation. La plupart de ces gens-là, comme je l'ai dit, c'est du côté de la Côte d'Ivoire. J'ai un profond respect pour le peuple ivoirien. Moi-même, j'y ai une partie là-bas. Mais quand vous regardez certains mercenaires qu'on recrute pour des médias qui n'ont pour ligne éditoriale que la haine contre les États de l'AES et précisément contre le Burkina Faso, qui viennent déverser des insanités, comme si ce qui se passe aujourd'hui avec Damiba, c'était la première dans l'histoire de l'Afrique ou du monde, et même comme si cela était étranger à la Côte d'Ivoire elle-même. Lorsqu'il y a eu la crise post-électorale en Côte d'Ivoire en 2011 et que M. Laurent Gbagbo a été délogé du pouvoir et M. Alassane Ouattara installé au pouvoir, ceux qu'on appelle les pro-Gbagbo se sont retrouvés dans des pays voisins. Et entre ces pays et la Côte d'Ivoire, il y a les mêmes textes que ces chroniqueurs ou ces mercenaires-là récitent aujourd'hui. Mais ça n'a pas empêché que Blé Goudé Charles ait été extradé du Ghana vers la Côte d'Ivoire, en violation justement des mêmes textes dont il parle. Ça n'a pas empêché que Lida Kwasi Moïse, alors ministre de la Défense sous Laurent Gbagbo, ait été extradé du Togo vers la Côte d'Ivoire. Et le ministre Ahmed Koulibaly, paix à son âme, en son temps avait dit qu'il y a certes des textes qui existent entre le Togo et la Côte d'Ivoire et qui permettent justement à Lida Kwasi Moïse d'être au Togo. Mais il y a aussi les mêmes textes enjoignent à celui qui est reçu au Togo d'observer le devoir de réserve. Ce que Lida Kwasi Moïse n'a pas fait, ce sont les propos de Ahmed Koulibaly. Et donc c'était normal qu'il ait été extradé en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils peuvent nous dire aujourd'hui que M. Damiba au Togo a observé le devoir de réserve? Puis, ce n'est pas seulement qu'il a enfreint au devoir de réserve, il a même un projet de déstabilisation contre son pays. Et vous vous dites que le Togo ne doit pas l'extrader. Je crois que le Togo est un État responsable et le Togo n'a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. Le dernier exemple, c'est celui du journaliste béninois, M. Komlan, qui quitte le Bénin, qui est au Togo en tant que réfugié et qui a été invité par le ministère, je crois, de la communication en Côte d'Ivoire. C'est tout un ministère qui l'a invité en Côte d'Ivoire pour un panel. Et le ministre porte-parole du gouvernement parle d'environ 47 invités lors de cette activité-là.
et il va en Côte d'Ivoire à partir du Togo. Il est arrêté en Côte d'Ivoire, extradé vers le Bénin en violation flagrante de son statut de réfugié au Togo. Quand on pose la question au ministre porte-parole du gouvernement ivoirien, il dit que lorsqu'ils l'ont arrêté, et ils n'ont pas cherché à savoir s'il était réfugié au Togo. Vous voyez comment c'est grave au sommet de l'État, c'est-à-dire qu'on peut simplement te prendre comme un poulet sans propriétaire, et puis on t'envoie, on te fait du poulet braisé et on mange. Et ce n'est pas le seul exemple. On voit le cas du député malien qui est en transit en Côte d'Ivoire pour une autre destination. Il est arrêté à l'aéroport, gardé pendant plusieurs mois. On vient de le juger et il est condamné à 5 ans de prison ferme. Je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de leçons à recevoir de ces mange-mille qui, comme je l'ai dit, débit des insanités sur des médias, encore une fois, dont la seule ligne éditoriale, c'est la haine contre le Burkina Faso.